de l'actualité, 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Les membres du CNT ont adopté aujourd'hui, lors d'une séance plénière, le projet de loi portant charte nationale pour la paix et la réconciliation, un document considéré comme la boussole pour un développement harmonieux au Mali. Ouverture cet après-midi du forum des ministres en charge de l'action humanitaire de la Confédération des États du Sahel. Ensemble, les 3 pays veulent trouver des solutions idoines pour faire face aux défis de la situation humanitaire dans l'espace. Les imams et marabouts peuls ont été reçus par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Il a été bien évidemment question de sensibilisation pour une paix durable et lutter contre l'amalgame au Mali. Dernier hommage rendu aujourd'hui à Fanta Diallo, seconde épouse de feu Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. Ces obsèques ont eu lieu à Djikoroni Para en présence de plusieurs membres du gouvernement. Voilà pour le sommaire de cette édition. Restez avec nous, le développement incessamment. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Rencontre des membres du comité technique interministériel de gestion des crises et catastrophes. Ils ont fait le point de la situation météorologique du mois d'août et des inondations du 1er au 7 août dernier. Pour plus de détails, Boubacar Bablitouri. 90 maisons effondrées, 132 endommagées, 814 sinistrés, 3 blessés, 6 pertes en vies humaines et des dégâts matériels. C'est le triste bilan des inondations enregistrées à Bamako, Sikasso, Kidal et Djoila dans la semaine du 1er au 7 août 2025. Des informations partagées au cours de la 7e réunion consécutive du comité technique interministériel de gestion des crises et catastrophes au SECOGEC. Ces cas de décès sont dus le plus souvent aux effondrements, avec effondrement des maisons en banco ou avec des personnes électrocutées. Et ensuite avec un cas de foudre en arabe. Les inondations, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de nos comportements le plus souvent. C'est pourquoi on a tout le temps des problèmes de caniveaux bouchés, on a tout le temps des problèmes de collecteurs qui ne parviennent pas à drainer de l'eau. S'agissant de la situation météorologique, le mois d'août promet une abondance de pluies sur l'ensemble du territoire. Elle sera accentuée dans certaines localités, dont des risques d'inondation. J'en appelle également à la vigilance et à la prudence, parce que la pluie, à tout moment, ça peut venir et les risques d'inondation restent extrêmement élevés durant ce mois d'août et sur l'ensemble du pays de façon générale. Face à une telle prévision, le gouvernement a réfléchi à certaines dispositions. C'est le cas du département de l'éducation nationale qui tire les leçons de l'expérience de l'année dernière. Nous avons mis à jour tous nos plans de contingence au niveau région et au niveau académie. Il s'agit par exemple de dotations en bâche, de dotations en salle de classe qui peuvent être mobiles par le canal de bâche. Donc il s'agit de voir comment donner des abris d'apprentissage aux enfants, même en cas de pluie. Au-delà de ces dispositions ainsi évoquées, cette 7e réunion a mis un accent particulier sur les opérations de curage de caniveaux et collecteurs et l'incivisme de certaines populations. Une alternative pour minimiser les risques d'inondation et autres catastrophes naturelles. Session extraordinaire du comité d'orientation et de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2. Les conclusions de revue à mi-parcours du projet et examen du plan de travail et le budget annuel révisé au titre de l'année 2025 sont à l'ordre du jour. Le reportage de Mamadou Fani. Cette session extraordinaire du comité d'orientation et de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS-2, est essentiellement consacrée à la révision du PTBA 2025. Il s'agit pour les membres du comité d'examiner, d'analyser et d'approuver ce PTBA révisé afin de poursuivre les activités. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de recadrer le budget afin d'atteindre tous les autres résultats escomptés, afin de prendre en compte les recommandations de la revue à mi-parcours, d'axer nos activités principalement sur les activités qui concourent au cas de résultats. Le PRAPS-2, qui est à sa 4e année de mise en œuvre, a permis d'atteindre des résultats encourageants, ce qui est à mettre à l'actif de l'équipe dirigeante et du département de l'élevage.
le taux de décaissement a atteint 85% et les infrastructures ont été réceptionnées à plus de 82%. Le restant des travaux est en cours de réalisation. L'atteinte de ces bons résultats s'explique par les rattrapages des retards accusés dans la réalisation des infrastructures et aménagements pastoraux. En effet, les réalisations ont concerné plus de 40 bâtiments de services vétérinaires, 45 parcs de couloirs de vaccination, 34 points d'eau, 29 magasins d'aliments bétail, l'équipement du laboratoire national d'insémination artificielle animale (CENIA), l'aménagement de 3 périmètres pastoraux ainsi que le financement de 129 plans d'affaires. Le montant prévisionnel du budget revu de 2025 est de 8 milliards 033 970 556 francs contre un budget initial de 9 milliards. La tenue de cette session extraordinaire du PRAPSD au titre de l'année 2025 est donc l'occasion pour les membres du comité de mieux orienter les actions du projet. Je le disais en titre, le projet de loi portant charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a été adopté à l'unanimité par les membres du CNT présents par 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Un document qui porte la voix des Maliens pour un développement durable, une paix et une cohésion nationale. C'était ce jeudi en séance plénière. Les détails avec Al-Jumatina. Adopté en Conseil des ministres, le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, remis solennellement tout récemment au président de la transition chef de l'État, à l'issue de plusieurs mois de consultation de l'ensemble des forces vives de la nation, vient d'être examiné par l'organe législatif lors de sa session extraordinaire d'août 2025. Considéré comme un document de référence, la charte se veut un guide d'orientation politique, une sorte de contrat social qui pose des principes, des valeurs ou des engagements pour la paix et la réconciliation nationale. Saisie pour étude de fond, la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale du CNT plante le décor. Peuple souverain du Mali, en parlement réuni en ces jours solennels du jeudi 7 août 2025, permettez-moi d'être le premier citoyen à citer la charte du Mali, la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. À propos de l'honneur, la charte du Mali dit « Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. S'il ne vous appartient pas, ne prenez pas. Si vous ne pouvez pas, ne promettez pas. Si vous ne pouvez construire, ne détruisez pas. » Le projet de loi portant charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles. Ainsi, sous réserve de l'acceptation des amendements et recommandations formulés par la commission de l'administration territoriale de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale, les différentes commissions du CNT ont émis un avis favorable pour l'adoption du dit projet, voté à l'unanimité des membres du Conseil national de transition présents à la session avec 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Je remercie sincèrement l'honorable président du CNT, le général du corps d'armée Malick Diaw, ainsi que tous les membres du CNT qui ont permis à ce qu'on puisse avoir cette charte qui est votée à l'unanimité. Je suis extrêmement content et fier de dire qu'aujourd'hui, la charte pour la paix et la réconciliation au Mali est une réalité. Dans l'histoire du Mali, c'est la deuxième fois qu'on a une charte. Vous vous souviendrez qu'en 1235, il y a eu la charte de Kourouga-Fouga, qui est considérée comme l'une des premières constitutions du monde. Ça veut dire tout simplement que le Mali a été toujours à l'avant-garde de la civilisation, de la modernité, du vivre ensemble et des droits de l'homme. Et aujourd'hui, en 2025, nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'être à la base de la mise en place de cette charte. Et cette charte va ouvrir les portes à un avenir radieux parce qu'il faut aller vers la paix. Et sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et c'est la paix qui ouvre les conditions de développement et de tout ce qui va avec. Après Kouroukanfouga, on est d'accord que le Mali a aujourd'hui marqué l'histoire
avec l'adoption de ce texte, la charte sur la paix et la réconciliation nationale au Mali, que moi j'ai appelé charte du Mali désormais, parce que tout simplement, ça serait pour toutes les générations futures, pour qu'ils s'en approprient. Et tous les Maliens ont donné leur quitus aujourd'hui à ce texte, au gouvernement, pour son application future. Dans son préambule, la charte se fonde en premier lieu sur la Constitution du 22 juillet 2023. Dans cette optique, elle s'approprie les principes et les règles édictées dans la dite Constitution, notamment en matière de souveraineté, d'unité nationale, de paix, de cohésion nationale. Après le quitus du Conseil national des transitions, la charte, une fois promulguée par le chef de l'État, sera désormais l'instrument de référence pour toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Et d'autres projets de texte ont été adoptés par les membres du CNT lors de cette session extraordinaire d'août 2025, notamment la loi portant création de la Direction générale de l'administration pénitentiaire ou encore celle relative au règlement du budget d'État 2020, 21 et 22. Notre reporter Aldou Matina reviendra sur l'adoption de ces projets de loi dans nos éditions de demain. Pour lutter contre l'amalgame et mieux pour une paix durable au Mali, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a rencontré cet après-midi les imams et marabouts Peuls du district de Bamako, une façon également de mieux lutter contre le terrorisme. On notait à cette rencontre la présence du ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. Reportage Mamadou Fani. Tout terroriste n'est pas Peul et tout Peul n'est pas terroriste. C'est par ces propos que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a entamé sa rencontre avec les imams et marabouts Peul du district. Cette rencontre, initiée par Sekou Boli, fils du terroir, vise à recueillir leur soutien dans la lutte contre le terrorisme alimenté par certains médias. Il s'agit également de sensibiliser la communauté Peul, souvent instrumentalisée par les terroristes dans le but de mettre à dos les citoyens maliens. Ne fila den de ne ye fila ye mais terroriste ne balima filaw ka ca la kosɛbɛ mais fila bɛɛ tɛ terroriste ye bon fila bɛɛ tɛ terroriste ye fila den dɔ fana b'a la ka don terroriste la k'a sɔrɔ u t'a dɔn diinɛ ko yɛrɛ ye mun ye u t'a dɔn diinɛ in terroriste ka diinɛ in tɛ diinɛ ye silamɛya tɛ jamana ci de don jamana kɛlɛ de don c'est pour cela que ministère de réconciliation tɔgɔ la nya ɲini an ka fila karamɔgɔ ninnu ani fila alimami ninnu u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u bolo di jamana ma u k'a lajɛ u bɛ se ka jamanadenw sensibiliser ka filaden minnu bɛ don terrorisiya la k'a yir'u la ni diinɛ don olu bɛ diinɛ mun na o de ye diinɛ ye mais ninnu bɛ diinɛ dɔn k'u kunkolo ɲagami k'a f'u ye ka marifa ta ka jamana ci o tɛ silamɛ ye o tɛ diinɛ ye c'est pour ça que n y'a essayer ka fula karamɔgɔ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u kana olu fana ka na jamana k'u dɔn u ka jamana dɔn parce que u jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔnɔ. Les attaques sur certains axes routiers du pays et les incendies de certaines unités de production ne sont que des moyens pour démoraliser le peuple. Toute chose qui doit renforcer la cohésion entre les Maliens, a déclaré le ministre de la Réconciliation. Mali la anti flaco kella, anti chiaco kella, ambi terroriste kella. Ambi terroriste kella de la koi, ambi terroriste kella yere de la. Alaka seda ma terroriste. Terroriste. Ote jamana kola, ote yere kola, ote fuela tieni kella. Obe ba population ma, obe ba muso ma, obe ba dio ma, obe mishu chouin, obe ko chaman ke. Ani obe mogo do ka ci la ka kɛ an kana kan yɛrɛ comme an bɛ siran min kan an ka kan yɛrɛ u bɛ mɔgɔ dɔw ka ci la et kuma o kuma kɛlɛ bɛ yɛlɛma an y'a se ka kan yɛrɛ an y'a jateminɛ siɲɛ laban na minnu bɛ ka kɛ sisan u bɛ k'u ɲɛsin usine ni fɛnw de ma parce que u ɲɛ b'a la ko an bɛ ka essayer ka usine ni fɛnw bila da la an ka fɛnw kɛ an yɛrɛ donc bɛ k'u essayer k'u la tiɲɛ les actes de transport ka bɔ Côte d'Ivoire ka na ka bɔ Sénégal ka na o sira ninnu ko u b'a dɔn o ye axe ye u bɛ ka essayer ka ko dɔ fana daga sigi donc u bɛ k'u dogo silamɛya kɔfɛ k'o kɛ alors que silamɛya tɛ donc an bɛ min ɲini aw fɛ aw min ye fila diinɛ ɲɛmɔgɔw ye
déjà aucun nyefo dîner mi munu meka minke dîner do wa dîner tewa aka nyefo ka kla ka fuye ou be sra minka ni sra ɲumanté ka sra bla an bɛ jamana ko la si ka fɔ ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ɲɔgɔn faamuya a ye min fɔ adamadenya yɛrɛ fili tɛ ban ni kɛlɛ nana ka ban kɛlɛ nana dɛ donc filaw kunna kelen tɛ mais aw ka tur le bɛ bi k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ min ka mɔgɔ min mana k'a la gɛrɛɲɔgɔnya tin b'a la a fɔ a tigi yɛrɛ karisa hakilila min dɔ bɛ kunna e fɛ a ka ɲi can min mais a filɛ a tɛ kɛ ni violence a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye n'i y'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛn sababa ma. Cette initiative a été saluée par les imams et marabouts Peul. Ministre ya hakilla munta jamana ye o hakilla nyumande o hakilla kany sabla o de bana anga jamana deme kabo jugu bolo o de bana jamana deme kabo ni dingay kono ministre nanani kuma muye akuma ya ansewa aya an wasa anya donc afo vraiment anna hakilla be hakilla kelende o hakilla jumende pour que mumbato jamana dewbe ñogon faamu jamana be sabati anga donc ka fo munum balaka an kelenu donc ulu hakilu suñenende do ka bla an yerela donc o hakilu suñen fo anga sensibilisation ke ka ulu hakilu yalma ka boni ko juguyna ka segi kana anga jamana ma wala anga jamana be lafiya be here soro. Au sortir de cette rencontre, les partis ont convenu de se rencontrer très prochainement pour définir le cadre de collaboration dans le but de renforcer la paix et la cohésion nationale. La Fédération nationale des artisans du Mali a tenu son assemblée générale pour le renouvellement de son bureau. Des délégués venus de l'intérieur ont fait le point des activités réalisées et défini les orientations futures de leur fédération. Reportage Moussa Kamara. La Fédération nationale des artisans du Mali a respecté la tradition en organisant cette assemblée générale, marquant le renouvellement des organes dirigeants dont le mandat est arrivé à terme. L'exercice a débuté par la présentation du compte-rendu de la dernière réunion, permettant aux membres d'apprécier les avancées réalisées. Nous sommes arrivés à faire une étude qui détermine le poids du secteur de l'artisanat dans l'économie nationale. On a trouvé des partenaires qui peuvent nous soulager un tout petit peu dans nos ateliers. Et nous avons fait aussi des actions par rapport à la promotion de ce secteur-là, telles que l'organisation des foires, que ce soit à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur du Mali. Cette assemblée générale représente une étape importante pour les artisans maliens. Nous souhaitons vivement un grand accompagnement pour le ministère de l'Artisanat pour pouvoir aider le secteur. Donc, tous ceux qui seront élus, nous les exhortons à penser au secteur, à travailler pour le secteur. À ce jour, la FENAM compte plus de 100 000 membres avec 1800 associations issues de 90 corps de métiers. Le secteur continue de jouer un rôle essentiel dans le développement socio-économique du pays. Le représentant du ministre en charge de l'artisanat a réitéré l'accompagnement des autorités de la transition. Il a remis des kits pour les artisans, des panneaux solaires pour permettre aux artisans de travailler dans les ateliers. Donc ça, c'est un premier accompagnement concret. Donc d'autres vont suivre. Les travaux de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des artisans du Mali se poursuivent jusqu'au vendredi, aboutissant à l'élection de nouveaux représentants, déterminés à insuffler un nouvel élan à la fêtière. Avant cela, une minute de silence avait été observée en mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans le cadre de la sécurisation du Mali. Et la caravane de Al-Fadi pour la paix reprend. Cette caravane veut apporter sa contribution à la consolidation de la paix dans les pays de l'AES. L'étape du Mali, c'est du 15 au 16 août 2025 au Musée national. En prélude à cet événement, Yaya Konaté reçoit le célèbre créateur de mode sur le plateau de l'invité de la semaine que vous pourrez suivre juste après cette édition. Mais avant, suivant un extrait de cet entretien. Quand on peut créer 25, 30, 40 000 emplois au Niger, au Burkina, dans un domaine que Al-Fadi a créé, ou Pateo a créé, ou Dou Couture, ou Maïmour a fait au niveau en broderie, c'est beaucoup d'emplois qu'on crée pour mettre de l'argent. L'argent, c'est ça.
Et quand on gagne de l'argent, on reste chez soi. On n'a pas besoin de partir ailleurs. Donc le combat, il est économique, il est identitaire, parce que nous voulons aujourd'hui que les Japonais, les Chinois, les Américains portent aussi les créateurs africains. Et ceux qui sont dans la diaspora aussi puissent investir et venir chez nous. Ils sont fiers d'ailleurs, la diaspora est très fiers de leur culture, de leur art. Quand ils voient Alfadi est arrivé quelque part, ou même Pathé arrivé, ils sont fiers de porter et de voir. La culture comme levier du développement durable, c'est justement un de vos combats. C'est le combat. Le combat principal. Le levier de développement durable, c'est la culture, c'est l'art. Et je crois que les créatifs peuvent faire tout. Et dans leur pays, accompagner, créer de l'emploi. Aujourd'hui, j'ai créé une des plus grandes écoles de mode au Niger. Voilà, l'Académie Alfadi instruit, forme des jeunes nigériennes, africaines, où nous voulons absolument avoir peut-être 2000 personnes qui viennent de toutes les sous-régions, dans une grande école que je suis en train de construire à Niamey, sur 3000 m², dont l'État m'a donné le terrain il y a 10 ans. Actualité AES au Niger, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno est sur place pour une visite. Il a été reçu par son homologue, le général d'armée Abdourahmane Tchani, pour un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux 2 délégations. Gérard Abdoul Aziz. C'est au pied du perron de la présidence de la République que le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a accueilli son hôte, le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui est à Niamey au Niger depuis ce mercredi matin pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Les 2 personnalités vont ensuite avoir un tête-à-tête pendant un bon moment. Les préoccupations du moment, notamment la situation sécuritaire au Sahel et les relations de coopération et d'amitié qui lient le Niger au Tchad, ont été au centre de l'entrevue. Les 2 chefs d'État vont ensuite prendre part à une séance de travail élargie aux délégations des 2 parties. Le Niger et le Tchad entretiennent depuis belle lurette d'excellentes relations de coopération et d'amitié. Le renforcement et la diversification de ces liens, tel est le but visé à travers la visite du président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le Tchad et le Niger ne sont pas simplement 2 pays voisins. Ce sont 2 États frères liés par une frontière vivante, une frontière qui n'est pas une ligne de séparation. Le monde tel que nous l'avons connu est en mutation. Les équilibres traditionnels vacillent. Les puissances se déplacent. Les centres de décision se diversifient. Dans cette mutation, notre continent doit prendre sa place, non pas comme un sujet d'assistance, mais comme un partenaire d'équilibre. L'Afrique, désormais, doit être au centre des grandes solutions. Et pour cela, elle a besoin d'unité, de stabilité et de coopération régionale sincère. Votre visite au Niger n'est pas juste une simple visite. C'est la visite d'un frère. Un frère qui vient confirmer les relations traditionnelles qui ont toujours existé entre nos 2 peuples et nos 2 États en tant qu'entité souveraine. Cette visite nous a permis de faire le tour d'horizon sur plusieurs domaines. Nous avons abouti à des recommandations fortes, ou plutôt, dirais-je, des décisions fortes. Décisions pour lesquelles le peuple nigérien reste attaché. Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, mettra à profit son séjour à Niamey pour rencontrer la communauté tchadienne.
Et au Burkina Faso, le président du Faso, lui, a reçu en audience une délégation nigérienne conduite par le ministre en charge de l'énergie. Cette délégation est porteuse d'un message du chef de l'État nigérien pour une souveraineté énergétique et cela passe par la réalisation d'un projet de complexe charbonnier. On en parle avec Moussaki. Bientôt, un complexe charbonnier pour la souveraineté énergétique dans l'espace confédéral AES. Ce projet, qui s'inscrit dans une vision de coopération renforcée, est ici porté à l'appréciation du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, par les émissaires du président nigérien. L'initiative renferme bien des ambitions sous-régionales et les envoyés du général d'armée Abdourahmane Tiani sollicitent l'adhésion du Burkina Faso pour la réalisation du projet. Un grand honneur et une fierté d'échanger sur un projet structurant. Et le projet structurant, c'est le projet du complexe charbonnier Salkadamna, qui a pour objectif de jeter la base de la souveraineté énergétique des États de la région, mais aussi de contribuer à l'indépendance énergétique durable. Nous avons sollicité que le Burkina Faso s'associe à cette dynamique pour que ce projet soit porté à une dimension régionale et montrer à nos partenaires que c'est un projet non pas pour un peuple, pour une population du Niger, mais pour toute la région du Sahel. Pour ces émissaires du chef de l'État nigérien, la réalisation du complexe charbonnier est plus que jamais un défi collectif, un instrument pour l'indépendance énergétique des pays de l'AES. Et les concertations vont se poursuivre pour la concrétisation de cet ambitieux projet. Bamako abrite depuis ce matin le forum des ministres en charge de l'action humanitaire des pays de l'AES et sera question des enjeux et défis de la situation humanitaire dans l'espace AES. Ce grand rendez-vous permettra donc de trouver des solutions idoines pour un avenir meilleur. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, qui représentait le Premier ministre à cette cérémonie. Je tiens à saluer ici l'hospitalité des peuples de l'AES qui font preuve de solidarité en accueillant avec générosité et dignité leurs frères et sœurs déplacés et réfugiés, partageant souvent avec eux leurs ressources déjà limitées. Je remercie enfin les partenaires engagés avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont permis de maintenir nos pays parmi les priorités de la communauté internationale. Vos contributions ont permis de sauver des vies, de restaurer la dignité et de donner de l'espoir à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Cependant, des financements plus flexibles, prévisibles et durables sont indispensables pour rompre le cycle de la vulnérabilité et bâtir la résilience des populations. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, afin de mobiliser davantage de ressources à travers des mécanismes endogènes. Adapter les mécanismes de financement à nos réalités et à la complexité de la situation humanitaire dans l'espace AES. Enfin, soutenir les populations par des solutions durables portées par nos pays avec et pour nos populations. Par ailleurs, si le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont librement choisi de s'unir dans le cadre d'une alliance stratégique et solidaire, ce choix est tourné vers la stabilité, la sécurité et la prospérité de nos populations. Nous demandons ainsi aux partenaires techniques et financiers de respecter ces choix souverains, de ne pas isoler l'AES et de soutenir nos efforts humanitaires dans une logique de neutralité, d'humanité, de souveraineté et de solidarité. Nous voulons construire avec vous des relations de partenariat sincères, ancrées dans des objectifs de réponse humanitaire efficaces.
Le reportage de Chaka Konate dans nos éditions futures. Un forum qui trace donc l'avenir des populations des 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Les ministres présents à cette rencontre saluent cette initiative. La rédaction a baladé son micro pour recueillir leur impression, la synthèse avec Awama Kamara. C'est une première dans l'espace AES. Les acteurs humanitaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger avec une participation élargie à d'autres pays sahéliens, réunis à Bamako pour poser les jalons d'une nouvelle gouvernance humanitaire. Les priorités affichées ont trait aux défis sécuritaires, climatiques et sociaux qui fragilisent les populations du Sahel. Les 3 pays de l'AES vivent les mêmes réalités parce que depuis un certain temps, nous sommes dans une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent, entraînant un déplacement forcé de population et avec des besoins sans cesse grandissants. Et ce forum va nous permettre, dans un premier temps, de pouvoir questionner nos politiques humanitaires et nos mécanismes de financement et les défis qui se présentent à nous et les perspectives, surtout dans un environnement géopolitique international qui a impliqué une baisse drastique des financements et des ressources alors que les besoins sont grandissants. Ce forum matérialise la volonté des chefs d'État de l'AES à bâtir une solidarité durable, enracinée dans les réalités locales et respectueuse des souverainetés. Nos attentes, c'est qu'on arrive à venir au secours de ces populations vulnérables, mais pas de manière indéfinie. Il faut que cette intervention aboutisse à une prise en charge autonome. La Mauritanie accueille sur son territoire des populations déplacées qui fuient les conflits et les crises dans le Sahel. Sa présence à Bamako témoigne d'une volonté de renforcer la coopération humanitaire au-delà des frontières institutionnelles dans une logique de solidarité sahélienne élargie. La Mauritanie est à la fois un pays de transit, de destination et d'origine, plus pour d'importants flux migratoires, occasionnant parfois des cas de traite des personnes. Nous accueillons depuis 1991 une importante population de réfugiés essentiellement concentrés dans le camp d'Ambera, dans la wilaya du Haut-Chab. Je suis convaincu que les résultats de notre forum viendront renforcer nos approches et nos partenariats en faveur des solutions innovantes pour répondre aux besoins humanitaires. Ce forum est un signal fort dans une région qui cherche à reprendre la main sur son destin humanitaire et bien plus. Et les délégations du Togo et du Tchad invitées à ce forum des acteurs humanitaires de l'AES saluent l'organisation de ce cadre d'échange et de réflexion et s'expriment au micro de Seydou Traoré. C'est un sentiment de joie et de satisfaction et c'est avec un réel plaisir que je me trouve parmi les miens pour repenser la gestion des réfugiés dans la sous-région. Il s'agit d'une question sécuritaire qui tient à cœur à tous nos chefs d'État et c'est pour cette raison que des décisions qui devraient être prises, pas isolément, mais au niveau régional, s'imposent à nous. Et j'espère que cette rencontre donnerait des résultats fructueux, probants, qui nous permettraient de nous projeter dans l'avenir en ce qui concerne la gestion des réfugiés en Afrique de l'Ouest. En tant que pays sahélien, on est exposé aux mêmes dynamiques de crise, que ce soit par rapport à l'insécurité dans la sous-région. Nous accueillons, nous recevons des réfugiés, on a aussi des retournés par rapport au conflit dans les pays voisins. Dans ce sens, que ce soit au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina, etc., nous avons à peu près les mêmes réalités. Maintenant, pour le Tchad, le nombre est plus important que les autres pays parce que nous accueillons des réfugiés centrafricains, camerounais, nigériens, soudanais. Aujourd'hui, on a plus d'1,2 million réfugiés uniquement dans la frontière est du pays avec le Soudan. Et c'est un défi immense dans un contexte de transition où on a des défis sécuritaires, des défis de développement et où on doit faire des priorisations sur les investissements du gouvernement. Donc l'accompagnement des partenaires est nécessaire et nous devons avoir ce type de rendez-vous pour pouvoir justement sensibiliser les partenaires sur nos priorités et que les financements et les activités qu'on met en place s'alignent sur les priorités de développement qu'on a dans nos pays.
400 000, c'est le nombre de déplacés internes repartis sur l'ensemble du territoire malien. Ils sont 1000 sur le site de Sénou, en commune 6 du district de Bamako. Ces derniers ont fui les conflits au centre du pays et depuis sont assistés par l'État malien, d'autres ONG partenaires sur le plan alimentaire, sanitaire et même la scolarisation des enfants. Barakisa Ouattara et Sidi Modibo Dambélé ont fait un tour sur le site, suivant le reportage. À la suite des conflits qui ont affecté les régions du centre du Mali, Oumar Bouli a dû quitter Koro en fin 2018. C'est en donc qu'il a trouvé refuge avec toute sa famille sur les sites des déplacés internes des Sénou. Situation déplorable mais supportable grâce aux efforts de bonne volonté. Notre dernier don alimentaire remonte au Ramadan. Mais côté sanitaire, la Croix-Rouge et SAMU Social font de leur mieux. En ce qui concerne la scolarisation des enfants, il y a 6 salles de classe. Et cette année, mon fils a passé la 6e année. Nous sommes donc obligés de chercher une autre école. Sur ces sites, ils sont plus de 1000 déplacés internes venus de diverses localités de la région de Mopti. Grâce aux actions humanitaires, ils bénéficient d'aide alimentaire et des soins médicaux. Sissé Anta Diallo est infirmière de formation. À son arrivée sur le site, elle a prêté main forte à l'équipe médicale sur place. Elle se réjouit surtout des avantages dont elle a bénéficié depuis son arrivée. Nous avons bénéficié de tous les avantages ici sur ces sites. Depuis qu'ils ont inscrit mes 2 enfants à l'école, nous n'avons rien payé. C'est eux qui ont pris en charge la fourniture scolaire et même les papiers nécessaires comme l'acte de naissance. Aucun secteur n'a été oublié ici, nous rassure la gestionnaire du site. Pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, nous allons dire qu'on n'a pas beaucoup de problèmes à ce niveau parce qu'il y a déjà une école dans le site, des 6 salles et nous avons aussi des enseignants qui sont fournis par le CAP. Pour ce qui concerne le secteur alimentaire, l'État contribue beaucoup à l'amélioration de ce secteur-là, mais vous savez que ce n'est pas du tout facile. Côté sanitaire, c'est ça qui pose un peu de problème parce que ici c'est un site isolé. Le centre de santé le plus proche est à 3 km et les partenaires aussi qui évoluaient dans le domaine de la santé, il y a beaucoup qui ont arrêté. Nous n'avons que 2 partenaires pour le moment. Et chaque année, des actions anticipatoires sont posées. Des dispositions sont prises à Bamako ainsi qu'à l'intérieur pour pallier d'éventuelles catastrophes naturelles qui peuvent générer d'autres déplacements internes. Le gouvernement, à travers ses services techniques, puisque le déplacement interne, la gestion est multisectorielle, a injecté plus de 20 milliards dans l'éducation, dans la prise en charge alimentaire, dans l'eau, hygiène, assainissement. Et c'est à tous les niveaux. Depuis la présidence, les œuvres sociales de la présidence, les œuvres réalisées par le ministère de la Santé et du Développement social, les plans d'action. Vous ne verrez pas un plan d'action d'un ministère sectoriel où il n'y a pas une ligne sur la gestion du déplacement interne. Sur les sites des Sénou, les gestionnaires tentent de trouver une solution durable pour ces déplacés internes afin qu'ils puissent quitter l'assistanat et se prendre en charge eux-mêmes. C'est là à travers des formations et des activités génératrices de revenus. Également dans ce 20h, pour son acte patriotique à l'Afro-Basket 2025, Sika Kone a été reçu cet après-midi par 2 membres du gouvernement. Honneur rendu à la jeune joueuse au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le point avec Abdul Karim Kaba. Sur instruction du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, et celui en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, ont reçu la jeune joueuse Sika Kone. Les autorités de la transition reconnaissent le patriotisme et l'acte citoyen de Sika Kone. Nous reconnaissons cet effort que vous avez posé par acte patriotique et nous vous reconnaissons cet effort-là. Et les plus hautes autorités nous ont instruits d'être ici avec vous et de vous remercier, de vous féliciter
et de vous encourager. Et nous prions pour vous, pour la suite de votre carrière. Et nous espérons pouvoir toujours compter sur vous pour la suite. Et vraiment que Dieu vous bénisse et bénisse vos coéquipières pour la suite de votre carrière. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès. La courageuse décision de Sika Kone est reconnue par tous, d'où ces hommages de la nation. Nous savons que vous avez fait des choix qui ont un prix. Et ces prix méritent d'être reconnus. Vous avez fait le choix de répondre à l'appel de la nation en tant que professionnel qui évolue à l'extérieur. À ce titre-là, je voudrais aussi vous dire, en tant que ministre des Maliens établi à l'extérieur, que toute l'attention vous sera accordée. Et tout ce qui peut être fait en tant que Malienne de l'extérieur, professionnel de l'extérieur, champion de l'extérieur, vous sera fait. Et nous resterons à l'écoute en rapport avec le ministre en charge des sports pour venir, pour répondre à tout ce qu'il faut faire dans ce cadre-là. Visiblement très émue, Sika Kone est encore fière d'être malienne. En tout cas, c'est ce qui se lit sur le visage de la jeune joueuse. En recevant les honneurs de la nation, l'acte patriotique sera un modèle à imiter par les jeunes et les Maliens en général. Les forces armées maliennes ont mené une opération ce matin à environ 31 km au nord-est de Kidal. L'intervention conduite avec professionnalisme a entraîné la destruction complète du véhicule terroriste. Voyons l'actualité des FAMA avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'une opération de précision a été menée ce matin à 11h30 temps universel à environ 31 km au nord-est de Kidal. Selon des sources militaires concordantes, un véhicule dissimulé sous un couvert arboré appartenant à un groupe terroriste a été repéré grâce à un repérage minutieux effectué par une unité des FAMA engagée dans la zone. Le véhicule soigneusement camouflé a été localisé avec précision avant d'être neutralisé par une frappe ciblée. L'intervention conduite avec rigueur et professionnalisme a entraîné la destruction complète du véhicule ainsi que la neutralisation de plusieurs terroristes. Cette action qualifiée de succès tactique s'inscrit dans le cadre des opérations continues de sécurisation de la région et de la lutte contre les groupes armés terroristes opérant dans le secteur. L'état-major général des armées réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts pour restaurer la paix et assurer la protection des populations. À retrouver désormais dans vos librairies le livre intitulé « Qui manque du savoir manque de tout », un ouvrage de Sibiri Sanou. L'auteur, à travers cette œuvre, plonge ses lecteurs dans les notions de bon sens, du savoir-vivre, du savoir-être, à travers conseils, enseignements et vécus. Le jeune écrivain invite à la sagesse et à la quête du savoir pour une vie plus harmonieuse. Retrouvez également le livre intitulé « Vers la recherche du savoir » du même auteur, Sibiri Sanou. Il évoque l'importance de la lecture et de la philosophie sur la capacité intellectuelle de l'être humain, de livre à lire absolument. Obsèque ce matin de la seconde épouse du président Modibo Keïta, Fanta Diallo a reçu les hommages de la nation. Parents, amis, connaissances et autorités lui ont rendu un dernier hommage. Alousseni Touré a assisté à cette cérémonie. Voici son compte-rendu. Elle était la dernière épouse vivante du président Modibo Keïta. Elle a vécu dans la sobriété, loin des projecteurs, mais dans la dignité. 48 ans après le décès de son époux, sa disparition marque une nouvelle page de l'histoire de la famille du président Keïta. Fanta Diallo était une mère et une grand-mère attentionnée, aimable et d'une générosité peu commune. C'est avec une profonde tristesse, mêlée avec un immense respect, nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à feu notre mère et bien-aimée Fanta Diallo, épouse du premier président de la République du Mali. Une grande dame dont la discrétion n'est d'égale que la grandeur d'âme. En elle, le Mali perd aujourd'hui une mémoire vivante de notre histoire. Au nom de la famille, je tiens à vous remercier
président de la République, Assimi Goïta, la présidence, pour l'attention, la constante prise en charge, la bienveillance de notre mère tout au long de sa vie. Elle fut plus qu'une épouse de chef d'État. Elle fut une servante dévouée à sa famille et de la nation malienne. Une femme de devoir, de cœur et de conviction à travers toutes les épreuves de la vie. Elle a porté haute les valeurs de dignité, d'humilité et de solidarité et d'amour du pays. Chers parents, chers proches, nous perdons aujourd'hui une grand-mère, une confidente, une conseillère à la sagesse inestimable. Le Mali, lui, perd une mère, une grande dame de cœur qui a tout donné. À vous, Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur le Président, chers membres du gouvernement, votre présence témoigne du respect que le Mali tout entier porte à cette femme. D'exception à toi. Chère grand-mère, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta lumière, ta bonté. Tu t'en vas, mais ton héritage de droiture, de générosité et de patriotisme demeurera à jamais dans nos cœurs et dans l'histoire de notre nation. Représentant le chef de l'État, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a tenu à rendre hommage à cette grande dame, à la mère de la nation qu'elle a été. Au nom du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, nous sommes venus, certains membres du gouvernement, moi-même, le secrétaire général de la présidence et beaucoup de conseillers de la présidence, pour venir assister d'abord aux funérailles de Mme Keïta, l'épouse du premier président de la République du Mali, son Excellence M. Modibo Keïta, et ensuite présenter les condoléances du chef de l'État à la famille Keïta et à la famille Diallo, et les condoléances aussi de toute la nation à la famille du président Modibo Keïta. Et nous prions le Seigneur, nous prions Allah le Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. C'est au cimetière de Hamdalaye qu'elle a été mise en terre aux côtés de son époux Modibo Keïta. Avec la disparition de Fanta Diallo, notre pays perd ainsi une partie de sa mémoire vivante. Dors en paix, grand-mère. Amen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Barakissa Ouattara pour la grande édition de demain, mais avant retrouver Ousmane Daou pour l'édition de 13h. La force sans sagesse conduit à la perte, mais celui qui sait attendre gagne le respect et la paix. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous.